CE Montpellier, avec qui on a monté, ça fait déjà plusieurs mois qu'on en parle avec lui, de monter ce webinaire. En tout cas, à la base, ça devait être un événement, bien sûr, pour expliquer un peu mieux toutes les procédures extrajudiciaires qui permettent de gagner énormément de temps, qui permettent d'avoir une décision applicable très rapidement, sans passer par les tribunaux. Et on va essayer de démontrer aujourd'hui tous les avantages de ces procédures. Donc, merci François de cette organisation. Avec Jérôme Ferrando, mon vice-président profession libérale de la CPME, mais qui je crois, n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il va arriver, Aurélien, et j'espère qu'on a des nouvelles de Jérôme, donc qui est avocat et qui a travaillé à l'organisation de cette soirée avec François. Je salue Doha Benjaber, la présidente de l'UJA, l'Union des jeunes avocats de Montpellier, qui dira sans doute un petit mot tout à l'heure, et Marie-Isabelle Guérin, donc la présidente de l'association montpelliéraine d'arbitrage, qui elle aussi va intervenir tout à l'heure et puis il y aura d'autres intervenants, mais Jérôme et François vous les présenteront sur toutes ces procédures qui peuvent vous aider à gagner énormément de temps. Je ne vais pas revenir sur la situation actuelle, mais on sait que dans les tribunaux, la situation va être assez compliquée avec des délais qui vont se rallonger de plus en plus. Vous saviez qu'il y avait déjà des délais importants. Il y a eu la grève des avocats, on ne reviendra pas dessus, en début d'année, qui a aussi décalé un certain nombre d'audiences. Il y a les tribunaux qui ont été fermés 1 à 2 mois, même s'ils ont essayé d'avoir des procédures et des plans de continuité pour les urgences, mais là aussi, on a accumulé du retard. Et nous, les syndicats patronaux, on a effectivement la peur d'une explosion des conflits et des litiges nés de cette crise, que ce soit au niveau des prud'hommes, parce que certains salariés ont fait valoir leur droit de retrait, est-ce qu'ils avaient le droit, est-ce qu'ils n'avaient pas le droit, parce qu'il va y avoir des licenciements, malheureusement, et forcément, il y aura des litiges par rapport à ça. Il y aura beaucoup de litiges commerciaux, de délais qui n'ont pas été respectés, de livraisons qui n'ont pas été faites, dans le bâtiment notamment. Il y aura des problèmes après, sans doute, de défaillance, de factures non payées, etc. Tout ça fait qu'il va y avoir un afflux certainement de dossiers sur les prochains mois et sans doute sur peut-être même jusqu'en début d'année prochaine, sans parler des procédures collectives qui malheureusement vont sans doute là aussi augmenter, ne serait-ce qu'au moins sur les procédures de sauvegarde et de redressement pour essayer de sauver des entreprises. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on arrive tous ensemble à un moment à comprendre qu'il y a d'autres procédures qui existent, que des fois il faut peut-être changer d'ailleurs ces conditions générales de vente pour mettre en avant ces procédures dans un premier temps, comprendre que ces procédures sont des vraies décisions de justice pour certaines et peuvent être applicables très rapidement, et comprendre que voilà, est-ce qu'à un moment il vaut mieux avoir une décision tout de suite d'un prud'homme pour savoir combien on va payer, que de garder une épée de Damoclès au-dessus de la tête et d'attendre une décision dans 2, 3, 4, 5 ans, voire plus des fois quand il y a appel, quand il y a voilà. Donc c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de dire est-ce qu'il vaut mieux savoir là très rapidement dans les 2-3 mois. Vous savez qu'on a toujours favorisé, nous, l'aspect dialogue social et donc médiation. Donc, c'est toujours nous ce qu'on a d'ailleurs dit pendant cette crise en disant si vous ne voulez pas payer votre loyer, par exemple, parce que vous avez entendu à un moment le président de la République dire que les loyers étaient décalés, ce n'est pas forcément le cas dans la loi. Donc, il y a eu d'ailleurs des batailles d'avocats et de cabinets d'avocats. On avait passé des notes de certains qui disaient non, vous avez le droit de ne pas les payer, effectivement. Sauf qu'à un moment, on saura vraiment si vous avez le droit ou pas que lors d'une décision de justice, peut-être dans plusieurs mois. Donc, favoriser le dialogue, essayer de trouver des arrangements, et c'est un peu l'état d'esprit de toute cette soirée sur les procédures qu'on va vous expliquer. Finir par vous dire qu'on fera d'ailleurs une grande soirée qui était prévue, qui était programmée, Aurélie, je crois, en mars ou avril sur le tribunal de commerce. On refera cette soirée sans doute en novembre avec la présidente Nadine Baptiste, avec toutes les organisations syndicales, l'UJA, l'Association montpelliéraine d'arbitrage, avec l'ordre sans doute
et le bâtonnier, et puis le président d'ACE, François Giraud, avec nos juges à nous de la CPME au tribunal de commerce. Je crois que j'en ai vu tout à l'heure se connecter. Je crois qu'il y a Stéphane Lucran qui est là. On en a plusieurs. On a Catherine, qui est à l'image en ce moment, Catherine Fandin, qui est juge aussi au tribunal de commerce. Donc, on doit avoir des juges, on a des prud'hommes également qui sont connectés. Donc, voilà un peu le but. L'idée, c'est bien sûr d'essayer d'anticiper, comme dans toute démarche, de ne pas attendre le dernier moment pour arriver au conflit et de voir ce qu'on peut mettre en place avant. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je vous remercie de votre participation et je laisse la parole. Je ne sais pas si Jérôme n'est pas arrivé. Je vais laisser la parole directement si Jérôme est là, à Jérôme Ferrando. Il est à peine prêt peut-être. Tu nous entends, Jérôme, ou pas? Ouvre ton micro, Jérôme. On ne t'entend pas. Ouvre ton micro. Pardon, mes excuses. J'ai quelques difficultés techniques. J'ai dû me mettre sur mon téléphone parce que l'ordinateur ne me permettait pas d'accéder à la réunion pour une raison que je ne maîtrise pas. Voilà. Donc, l'introduction étant faite, si tu es prêt, je te laisse la parole et peut-être présenter un peu le programme de soirée et les intervenants. Ouais, d'accord. Donc, ne sachant pas ce que tu as dit, je vais peut-être éviter de faire des redites inutiles. J'imagine que tu as présenté le contexte et la genèse de la réflexion qui nous avait amené à réfléchir au mode alternatif de règlement des litiges. Dans ce contexte, effectivement, on a travaillé, tu as dû le dire, avec différents représentants en termes de pratiques professionnelles judiciaires de Montpellier, parmi lesquels tu as dû présenter les représentants de l'ordre et du barreau de Montpellier, en la personne de Marie-Isabelle Guérin et Guillaume Danet. On a également, en tant que représentant du barreau et également président de la CE, François Giraud, que tu as dû également présenter. Et enfin, Doha Benjaber, qui est présidente de l'UJA, l'Union des jeunes avocats. Je ne sais pas si le frère Julie Moulin a pu se joindre à nous, qui est présidente du SAF. Je ne pense pas, du coup. Je n'ai pas vu. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire intervenir ces différents intervenants sur les sujets qui vont nous concerner, à savoir, dans un premier temps, la procédure participative, ensuite, les pratiques en termes de médiation, et enfin, la pratique qui nous concerne particulièrement et sur laquelle on va peut-être s'arrêter un peu plus longtemps, la pratique de l'arbitrage. Et je ne sais pas dans quel ordre vous voulez peut-être intervenir. Peut-être Marie-Isabelle Guérin sur la procédure participative? Oui, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter la procédure participative. C'est une procédure qui existe depuis une dizaine d'années dans le code de procédure civile, mais qui jusqu'à présent n'était pas très utilisée par les confrères, qui était assez méconnue. Et qui va se développer avec la réforme du Code de la procédure civile, puisque c'est une convention qui, en fait, prévoit que les parties indifférentes s'engagent donc à œuvrer conjointement de bonne foi à la résolution amiable de leur litige, mais aussi ce qu'on appelle et les parties ont fait toutes les diligences pour pouvoir prendre une décision, que le tribunal puisse prendre une décision concernant leur litige. C'est important parce que le juge, il a cette fonction de mise en état et de juger, mais la mise en état, elle peut être aussi confiée, ce qu'on appelle aux parties et aux avocats, dans le cadre de la procédure participative. Je m'explique, c'est quoi? C'est, par exemple, vous avez un litige en matière immobilière, vous voulez avoir un avis d'un expert pour chiffrer un préjudice. Ce qui se passe habituellement si on ne va pas si on est devant le tribunal, c'est qu'on va attendre que l'affaire vienne en bureau de jugement, que le juge désigne un expert, qu'il fasse une évaluation, qu'il consigne des frais. Là,
c'est totalement différent. C'est les avocats et les parties qui vont être maîtres de leur mise en état et dire, écoutez, nous, on a choisi en accord avec les avocats et les parties de désigner un expert. On va lui donner une mission parce que les avocats savent le faire. Et on va lui dire, voilà, on a certains points de litige, on veut que vous fassiez des évaluations. C'est quoi l'intérêt? C'est l'intérêt de dire qu'on va désengorger les juridictions de cette mission-là en avançant, en gagnant des mois, parce qu'une procédure que vous allez engager maintenant, si vous ne faites pas une procédure participative, elle va être évoquée peut-être en septembre, en octobre, plus tard, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle juste une ordonnance de mise en état, alors que là, si vous faites une procédure participative avec vos avocats qui vont signer un acte d'avocat, vous allez pouvoir avancer plus rapidement, vous allez pouvoir maîtriser les délais, vous allez pouvoir maîtriser les coûts, et vous allez peut-être aussi, une fois que vous serez mis d'accord, on parle d'une évaluation peut-être d'un loyer, d'une valeur locative, trouver des accords et dire, on va juste faire trancher les points de désaccord. Ça veut dire que vous allez gagner du temps en termes de délai dans le cadre de ces procédures, soit judiciaires, soit hors judiciaires. Bien évidemment, il faut que les parties, chacun ait leur avocat, mais ça va pouvoir vous permettre d'accélérer la procédure et de dire au juge, vous avez juste ça à trancher parce que pour le reste, on s'est mis d'accord ou pas d'accord, mais sur ce point-là, la seule chose qu'on a à trancher, c'est ça. Donc ça, c'est un premier point qui peut être utilisé lorsque vous avez un litige donc avec votre avocat et lui dire, voilà, moi, je souhaiterais qu'on rentre en procédure participative pour pouvoir résoudre amiablement autant que se faire le litige et puis accélérer la procédure de mise en état conjointement avec les avocats. Parce que de toute façon, cette mise en état devant les juridictions, ce n'est pas de la décision judiciaire pour les magistrats, c'est plutôt de l'administratif et après leur réserver les points qui ne seraient pas tranchés. Voilà en gros ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de la procédure participative qui est vraiment un outil qui est souple et qui peut être utilisé par vos avocats. Là, du coup, là, ce qu'on peut peut-être souligner aussi, c'est que dans le contexte actuel, l'intérêt, c'est comme vous l'avez souligné, les procédures judiciaires sont souvent longues, avec finalement 3/4 des temps qui servent du point de vue des justiciables pas à grand-chose, avec, on le sait, on doit justifier d'échanges un peu épistolaires. Là, c'est dans une logique de désengorgement des tribunaux, c'est d'essayer d'anticiper un peu cette partie-là, de la réduire au maximum. Oui, tout à fait. Pour devant le juge avec un litige qui est déjà circonstancié, délimité aux problématiques. Et donc, ça fait gagner du temps aux justiciables aussi en disant on va se cantonner à la période dite de jugement qui est beaucoup plus courte au final. Même d'ailleurs, on peut ne même plus se cantonner au jugement. C'est-à-dire que si on arrive, dans le cas de la procédure participative, à dénouer tous les problèmes sur lesquels, effectivement, on était en contentieux, on peut juste demander une homologation par le tribunal de l'autre accord et là, il rend un jugement homologuant les éléments sur lesquels on est parvenu à se mettre d'accord ou alors il tranche juste le désaccord. Ça permet de gagner quand même énormément de temps. Et on se retrouve finalement dans un contexte de protocole d'accord comme on aurait pu avoir sans intervention quasiment du tout du juge, sauf à la fin. Voilà. Il tranche que le résiduel et il gagne du temps sur d'autres choses qui peuvent être plus urgentes et plus contentieuses. Voilà. Ça permet de désengorger aussi les juridictions. D'aller vite si on est bien évidemment de bonne foi et qu'on veut avancer dans la résolution amiable des litiges. Il faut aussi effectivement une volonté de vouloir avancer conjointement avec toutes les parties. Ouais. Oui. Oui, non, ce que j'ai pas dit aux gens peut-être au départ, c'est que vous pouvez poser des questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Et éventuellement, comme on n'est pas non plus 200, on peut éventuellement laisser la parole aux gens. Donc, vous pouvez aussi lever la main, je crois, pour prendre la parole si vous voulez poser des questions aux intervenants. Et moi, qui suis novice d'ailleurs dans tout ça, donc je vais faire aussi un peu les questions là-dessus. On est d'accord du coup que cette procédure se lance uniquement entre avocats au départ. Il n'y a pas besoin de faire une
d'autres démarches avec son avocat qu'on lance ça. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres démarches. Il n'y a même pas besoin aussi de saisir systématiquement le tribunal. Ça peut se faire soit dans le cadre de la procédure devant le tribunal, soit avant la saisine du tribunal. Et là, ce sont les avocats qui vont rédiger ce qu'on appelle des actes d'avocat, dans le cadre duquel ils vont définir la mission, ils vont donner les points du litige et ils vont essayer de trouver ensemble avec les parties des solutions pour pouvoir avancer dans le cadre de leur litige. S'il y a une expertise, par exemple, c'est ce qui est le plus important en principe et ce qui est le plus coûteux et qui peut arriver, là, on va désigner un expert qu'on a choisi et non pas choisi par le tribunal. Et on permet d'avancer. C'est une procédure de mise en état qui est à peu près la même que la mise en état judiciaire, sauf que là, c'est les parties qui reprennent en main leur litige et qui essayent d'avancer conjointement. Et ça marche aussi dans les litiges entre chefs d'entreprise et salariés? Alors, c'est plutôt deux parties uniquement. Ça peut fonctionner, mais je pense que ce sera plutôt ce que va vous expliquer Guillaume Danet tout à l'heure, c'est-à-dire la médiation plutôt professionnelle, qui à mon avis est beaucoup plus adaptée que l'acte d'avocat et la procédure participative dans ce cas-là. Moi, je pense que c'est plutôt en matière commerciale que cette procédure participative peut vous aider. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas d'incompatibilité, je vérifiais, apparemment la procédure participative est quand même ouverte en matière de droit du travail. C'est-à-dire que s'il y a des négociations, des pourparlers, vous avez possibilité de cristalliser les accords, comme le disait Marie-Isabelle, et à défaut, sur ce qui bloque, allez voir le conseil. Ça veut dire d'ailleurs, si c'est ça, que je parle que des prud'hommes, mais est-ce qu'un conflit, par exemple, sur une expertise qui peut mettre du temps, sur une maladie professionnelle, donc là on est plus du côté anciennement TAS ou TCI, tribunal du contentieux de l'incapacité, est-ce que ça peut aussi du coup intervenir dans ce cadre-là? Oui, parce qu'à partir du moment où vous dites il y a un litige sur une évaluation, n'importe laquelle, mais qui est technique, et qu'on a besoin d'un technicien qui soit compétent pour évaluer. On peut se mettre d'accord sur le nom d'un technicien, on les connaît les techniciens, donc en pratique, on peut dire, bon, celui-là on a déjà travaillé, les deux avocats, on le connaît, on sait qu'il n'y a pas de souci, donc on le désigne, il nous fixe ses honoraires, on peut les discuter, tandis qu'en matière judiciaire, on ne discute pas, c'est le tribunal qui le donne. On va lui dire, voilà, on a un délai, nous, on veut que ça aille vite, donc dites-nous quand est-ce que vous pouvez déposer votre rapport. Et là, on est vraiment maître des délais. C'est ce qui est très, très important en procédure participative, c'est que ce sont les parties, les avocats qui maîtrisent le délai. On n'est plus maître des délais du tribunal, ce qui permet d'alléger le travail du tribunal pour d'autres choses, et puis avancer sur des choses qui ne sont pas, pour le tribunal, des choses où il va statuer de manière décisionnaire. Merci. Oui, non, mais je pense qu'en plus, moi qui ai été juge pendant plusieurs années au tribunal du contentieux de l'incapacité, où il y a énormément de dossiers qui arrivent, alors qu'en fait, il y a un médecin expert ou une expertise qui est faite, il n'y a vraiment même pas photo sur ça. Ça pourrait faire gagner tout à fait. Des années d'ailleurs. Des fois, mais bien sûr, bien sûr. Oui. Jérôme, je te relaisse la main. Merci. Simplement, du coup, effectivement, pour vous l'avez dit, il y a d'autres solutions qui peuvent se proposer et qui sont peut-être parfois plus adaptées à la typologie de litige et qui, pour le coup, sont tout à fait extrajudiciaires. Là, on l'a vu, la procédure participative, ça peut être à la fois une façon d'accélérer un peu la procédure, voire de se passer du juge si finalement on arrive à négocier les choses, j'allais dire correctement, mais amiablement. Mais on a quand même une intervention du juge à un moment donné. Or, on a effectivement d'autres modes de règlement de litige qui sont notamment la médiation et qui là sont tout à fait extrajudiciaires au sens où on l'entend communément. Et c'est Guillaume Danet, du coup, qui nous en parlera un petit peu plus, s'il en est d'accord. Avec plaisir, merci Jérôme. Donc, merci à toutes et tous pour l'organisation. Donc, quelques mots sur la médiation. Donc, la médiation qui est un processus qui peut être amiable ou judiciaire et qui a pour but, en fait, pour objectif, de définir l'intervention d'un tiers pour faciliter la reprise de communication entre différentes parties et les amener à une solution amiable.
La médiation, en fait, c'est le seul processus de règlement des différends à avoir pour conséquence de laisser les parties seules décisionnaires. C'est-à-dire que le médiateur est là pour faciliter la rencontre, les entendre et ramener un dialogue. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que, pour une réussite, et ne serait-ce que l'organisation même de la médiation, il faut que les parties soient d'accord déjà pour se rencontrer et d'accord pour une médiation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un litige, on appellera plus cet élément un désaccord, on essaie de reprendre un contact avec ce tiers. Ce tiers a des qualités qui sont essentielles, à savoir le professionnalisme par sa formation, la neutralité, l'indépendance et l'impartialité. Et vous pouvez le saisir sur des matières qui sont très variées, c'est-à-dire le droit commercial, comme ça a été dit, le droit social, les conflits au travail, notamment aussi sur des problèmes, ça a été évoqué, l'anciennement TAS, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, dans le cadre des accidents du travail, des fautes inexcusables. Et il faut savoir, et aussi un élément important, les interlocuteurs qui sont des institutionnels ou des groupes comme les assurances et les banques n'hésitent pas à favoriser les médiations. Parce qu'ils savent très bien, comme toute entreprise, qu'une médiation, c'est un processus qui est plus court, qui coûtera moins d'argent et sur lequel on peut avoir une solution rapide. Et ça laisse la porte ouverte après, peut-être, si jamais on n'arrive pas à trouver une solution, à ce moment-là, revenir sur la voie judiciaire. Dans le cadre, par exemple, des médiations judiciaires, c'est-à-dire qui sont ordonnées par un magistrat, il faut savoir que le Code prévoit une durée de médiation de 3 mois, dont le délai peut être prolongé une fois de 3 mois, que ce soit devant les juridictions administratives ou judiciaires. Ce qui veut donc dire que les magistrats ont des dossiers qui arrivent sur leur bureau et décident par moment de dire « mais attendez, vous n'êtes pas loin, il y a peut-être un accord, essayez d'aller voir un médiateur ». Donc ce processus qui est validé par les magistrats, validé par les avocats puisqu'ils ont tout à fait leur place, est un processus qui est tout à fait intéressant à l'amiable, notamment parce qu'il est rapide et parce qu'il a un coût qui est maîtrisé, puisque dès le départ, les parties conviennent du coût que ça aura et de la durée de la médiation. Alors, il faut savoir comment ça se déroule. C'est un petit peu spécifique. Au début, du moment que les parties sont d'accord, le médiateur va être désigné. Il va recevoir les parties, leur présenter le process de médiation, évidemment vérifier leur accord, puisqu'il faut qu'elles soient d'accord pour essayer de trouver une solution. Et à partir de là, il y aura des entretiens individuels. Ces entretiens individuels auront pour but de créer le cadre de médiation, d'expliquer la médiation, le rôle du médiateur, déterminer les points négociés, mais surtout, ces entretiens individuels seront confidentiels. C'est-à-dire que ce qui va être dit au médiateur, le médiateur, déjà, toute la procédure est confidentielle, mais les confidences et tout ce qui pourra être dit lors de ces entretiens individuels ne seront pas répétés lors d'une plénière, c'est-à-dire au moment, par exemple, dans un conflit qu'il pourrait y avoir au sein d'une entreprise en droit social, entre l'employeur et l'employé. Ça permet à l'employé de parler librement, mais aussi à l'employeur de parler librement au médiateur, en disant « là, j'ai un problème, j'ai eu ça et ça comme élément », et après, on pourra convenir de ce qui pourra être évoqué lors de la réunion. Mais l'avantage, c'est que le médiateur, ainsi, il a bien pris connaissance des deux avis des 2 ou 3 ou 4 parties, suivant la grandeur du litige. Et à partir du moment où il y a la confiance, c'est beaucoup plus facile pour le médiateur d'intervenir. Donc, à partir de là, lorsque les parties sont réunies ensemble, le médiateur crée le cadre et le but va être de construire un accord, de vérifier sa faisabilité et de formuler un accord avec ou sans avocat. C'est-à-dire que vous pouvez saisir seul un médiateur et vous pouvez aussi vous faire assister par un avocat lors d'une médiation. Après, il existe différents types de médiateurs et au cours de ces réunions, les réunions donc communes peuvent être arrêtées si jamais on sent qu'il y a une certaine tension et à ce moment-là, on fait des réunions séparées. Et à ce moment-là, le médiateur passe d'une partie à l'autre, les parties sont mises dans des pièces séparées et le médiateur fait la navette. Et il reprend les avis de chacun pour essayer de trouver une solution et toujours réussir à remettre ce dialogue. Le but, c'est d'avoir un dialogue. Souvent, dans une entreprise, il peut y avoir une paralysie dans un service parce qu'il y a des difficultés entre un chef de service et un salarié. Et le but du dirigeant, c'est de se dire, là j'ai un problème, je voudrais que mes équipes, ça fonctionne mieux, pourquoi ne pas faire intervenir un tiers? Et ce tiers peut permettre de trouver une solution rapide. Voilà, donc l'essentiel, c'est de voir que c'est un process qui est dans la temporalité qui est contrôlée, dont le coût est contrôlé et qui peut être amiable au judiciaire. Et surtout, qui va être amené à se développer. C'est bon.
Merci. Je ne sais pas si Jérôme va rajouter. Moi, j'ai déjà plusieurs questions. La première, c'est concrètement au départ, comment on saisit un médiateur pour que finalement les deux parties soient d'accord. Comment ça se passe le démarrage? En fait, c'est assez simple. Les deux parties déjà conviennent qu'elles ont un désaccord. Et à partir de là, de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être parce qu'on a un problème entre nous, mais on aimerait trouver une solution, convenir d'un tiers. Et soit c'est une association qui est saisie, soit c'est un médiateur. Ce qui est très important, et je reviens sur ces éléments, c'est la neutralité, l'indépendance et l'impartialité. Et il y a dès le début de la médiation, au commencement, une convention qui est signée par les médiés pour permettre de garantir la confidentialité de ce qui est échangé et surtout donner un cadre. Et ce cadre est rappelé par le médiateur. Ce qui fait qu'au final, si une des parties ne se sent pas à l'aise ou il y a une perte de confiance, elle peut mettre fin à la médiation ou le médiateur lui-même peut dire j'arrête à la médiation. Il n'y a pas du tout de déclaration judiciaire quelque part au départ qu'on part sur un système de médiation. Pas du tout. Et la décision est applicable à la fin, par contre, une fois que c'est applicable. C'est un accord qui est applicable aux parties et qui, justement, le but, c'est de vérifier que tout corresponde au droit, qu'il n'y ait pas de problème, justement, on va dire, de clauses qui ne respectent pas l'ordre public ou qu'il y ait quand même des éléments qui soient vraiment trop éloignés des règles habituelles. Et c'est là où le médiateur est là pour l'encadrer. Et après, évidemment, un avocat peut vous permettre de vérifier cet accord. Je vois Alain qui lève la main. Vas-y, Alain. Oui, je voulais savoir, en fait, il y a une liste de médiateurs, comment ils sont désignés, comment ils sont nommés, Alors, en fait, il y a plusieurs listes de médiateurs, notamment celles des différentes associations de médiation et comme celle d'arbitrage et de médiation. Il y a aussi un centre de médiation à Montpellier et il y a toute une liste de médiateurs agréés auprès de la Cour d'appel qui regroupe des médiateurs qui ont différentes formations. C'est-à-dire que pour être médiateur, on peut être soit de formation d'avocat, soit être expert judiciaire, soit, encore une fois, avoir d'autres parcours. C'est ça qui est intéressant dans la médiation et on peut organiser ça aussi en comédiation. C'est ce qui peut permettre d'avoir deux médiateurs, peut-être un plus spécialisé dans la matière et l'autre qui apportera un aspect juridique. Donc, si je comprends bien, ils sont agréés par la Cour d'appel. Alors, ils sont agréés, mais ce n'est pas une obligation pour être médiateur et exercer. Le seul fait d'être sur cette liste, c'est que c'est les magistrats qui sont obligés de prendre un médiateur lors d'une médiation qui est organisée par eux, donc ça s'appelle une médiation judiciaire. Ok, merci. Il y a une question sur le chat d'Élodie qui demande bonsoir à tous, pouvez-vous m'indiquer où se déroule la médiation? Alors en fait, la médiation se réunit soit dans le cadre d'une entreprise au sein de l'entreprise, et à ce moment-là, il faut vérifier encore une fois l'accord des parties pour que ça soit dans un lieu qui est dédié, ou alors ça peut être fait à l'extérieur dans un lieu qui est neutre. Ce qui peut être le cas notamment dans des bureaux des médiateurs qui exercent de dire je vous reçois dans un lieu sur lequel il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'aspect. On ne t'entend pas, Jérôme, il faut que tu ouvres ton micro. C'est l'inconvénient d'avoir sur le téléphone, c'est un peu moins évident que sur le clavier. Bref, non, je n'ai pas forcément d'informations supplémentaires à apporter. En revanche, simplement pour faire le parallèle avec peut-être le sujet qui va nous intéresser juste en suivant, c'est que dans le cadre de la médiation, comme Guillaume l'a souligné, si on peut aboutir effectivement à un accord, mais si ce n'est pas le cas, on se retrouve finalement à devoir se présenter devant soit une juridiction, soit devant une tierce personne qui, elle, devra trancher ce litige. Et une des autres alternatives au juge dans ce cas-là, c'est ce que va nous expliquer François Giraud, c'est la procédure d'arbitrage, qui là, si on peut vulgariser au maximum, va pouvoir s'apparenter à une session extrajudiciaire avec un juge qui n'en est pas un, qui, comme son nom l'indique, est un arbitre, mais qui va, lui, pour le coup, à l'inverse de la médiation, rendre une sentence qui va s'assimiler
quelque part, à une décision de justice puisqu'elle serait applicable, même si finalement on n'était pas tout à fait d'accord dans les termes des échanges qu'on a pu avoir avec la partie adverse. Donc, je vais laisser François peut-être nous préciser les modalités et les usages de ce mode alternatif. Juste avant François, Jérôme et peut-être Guillaume sur cet accord de médiation, si quelqu'un ne le respecte pas, est-ce que cet accord du coup peut être ramené devant un tribunal pour justement et par contre imposer le respect de cet accord, ou est-ce que ça repart dans une procédure à nouveau où tout est jugé quoi? En fait, tout dépend de la rédaction de l'accord, mais si jamais il est rompu par une des deux parties ou à ce moment-là, ça peut être prévu directement dans l'accord. En cas de non-respect de celui-ci, dans un délai imparti, il peut y avoir prévu directement la saisine d'un magistrat. Et là, ça permet directement de clore et de prévoir la suite en disant bah, écoutez, on s'entend très bien, mais peut-être qu'on aura un nouveau désaccord. Et comme ça, tout le monde, en signant, sait à quoi il s'engage. Donc, en fait, il n'y a pas cette médiation n'a pas force exécutoire. Alors, tout dépend de ce qu'on lui donne comme force exécutoire. Ce n'est pas une décision de justice. Ce n'est pas une médiation judiciaire. Donc, ce n'est pas une décision de justice. C'est là où c'est plus rapide, mais ce n'est pas celle de magistrat. Après, peut-être en complément de l'intervention de Guillaume, afin de sécuriser peut-être le protocole issu d'une médiation, il y a toujours la possibilité de sécuriser via un protocole transactionnel rédigé par les avocats. Et le protocole transactionnel, dans ces cas-là, a autorité de choses transigées, et il est possible de prévoir dans le protocole une saisine rapide sur requête d'un magistrat qui, en cas de désaccord ou d'inexécution des obligations, permet dans ces cas-là d'avoir une décision rapidement et de donner force exécutoire un petit peu au protocole issu de la médiation. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une solution préconisée par les conseils intervenant en la matière. C'est-à-dire que là, en fait, concrètement, dans ces cas-là, on ne va pas refaire l'histoire, parce que c'est peut-être ça qui est important de retenir. On ne va pas refaire l'histoire des éléments qui nous ont amenés à la médiation, mais on va demander au juge de le faire appliquer. Donc, oui, effectivement, une intervention du juge, bon, avec les inconvénients qu'on peut imaginer, mais au final, ce n'est pas pour refaire l'histoire et on ne va pas reprendre le débat. On va demander à la partie qui n'a pas exécuté ce qu'elle aurait dû faire de le faire. Donc, ça reste quand même avantageux. Du coup, Jérôme, tu veux… qui nous accompagne notamment dans le cadre, du lancement du centre d'arbitrage. Donc, comme Marie-Isabelle Guérin vous l'a énoncé et après Guillaume Danet, on voit bien qu'il y a une gradation dans le cadre des interventions possibles dans les alternatives à la justice. L'idée, c'est de vraiment voir ça comme une progression, une alternative à la justice qui se veut complémentaire, c'est-à-dire c'est des cordes complémentaires qu'on peut avoir à notre arc et il faut choisir le bon outil par rapport à la bonne situation et par rapport au litige qui est proposé. Et là, c'est tout le rôle, en effet, des conseils, mais là-dessus, je sais que Dora pourra compléter là-dessus mon propos, et là, je prends la casquette ACE. Ce qui est important, c'est de sensibiliser, et les confrères le sont, sur ces alternatives-là pour savoir quel outil utiliser. Et donc, pour un peu continuer dans cette gradation, faire un focus sur l'arbitrage. Arbitrage qui, à l'heure actuelle, n'est pas proposé énormément dans le coin, sur la région. Pourquoi ? Parce qu'on a tous cette image d'Épinal, hein, tout le monde a en tête arbitrage égale affaire tapis, égale des millions d'euros et des problématiques d'impartialité et avec des politiques qui magouillent. Ça, c'est l'image que tout le monde a. Et tout le monde se dit, cela ne concerne que les gros litiges internationaux. Et si je n'ai pas 2 millions de litiges en jeu, ça ne sert à rien de faire appel à un arbitrage. Ça, c'était, on va dire, sur le volet tapis mis à part, hein, sur la réalité de la problématique de l'enjeu du litige et de la dimension potentiellement internationale. Oui, c'était une réalité avant, puisque on sait que c'est comme ça que l'arbitrage s'est développé, qu'il y a des arbitrages internationaux qui permettent, en toute confidentialité et rapidité, d'avoir des décisions rapides, efficaces,
ayant autorité de la chose jugée, donc pour compléter la question de tout à l'heure. Et donc ça, c'était la situation avant. Mais le législateur a quand même voulu, depuis plusieurs années, développer l'arbitrage comme modalité alternative à la justice étatique. Et on le voyait avant la période de confinement qu'on a eue, et Grégory l'a dit en introduction, c'est renforcé maintenant, puisqu'on sait que les délais devant les juridictions sont extrêmement longs. Si on prend le temps entre une saisine, par exemple, d'un conseil de prud'homme et la décision rendue par la cour d'appel, et il suffit d'avoir un départage au milieu, on peut monter jusqu'à 7 ans. On sait que les délais sont particulièrement longs, les enjeux peuvent être également importants. Quand vous avez des contrats en requalification d'un cadre dans une structure, ça peut être potentiellement 100 à 200 000, voire plus, euros qui peuvent impacter votre bilan pour provisionner en cas d'échec de la procédure. Donc, on se dit, bon, finalement, ça peut être intéressant d'avoir une décision plus rapidement. Et comme le disait Grégory, donc de l'avoir donc peut-être également avec une certaine rapidité et une impartialité. Donc là, à l'heure actuelle, on voit que maintenant l'arbitrage c'est possible pour les matières sociales, c'est possible pour les matières commerciales, c'est même pas possible en matière familiale, en matière de succession ou en matière, par exemple, de divorce, de régime matrimonial, puisque le Code civil nous dit que l'exigence, c'est qu'on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition. Donc, on a la limite de l'ordre public, mais ça nous laisse quand même énormément de choix et de possibilités pour pouvoir donc compromettre et aller vers l'arbitrage. Donc, déjà, je tenais à faire ce petit focus pour un petit peu enlever cette image un petit peu ancienne de l'arbitrage, puisque on voit que ce n'est pas que réservé aux gros litiges, que ce n'est pas réservé que aux litiges internationaux. Ça peut être votre litige à vous que vous allez soumettre au tribunal de commerce de Montpellier ou au conseil de prud'homme de Montpellier. Alors après, bien sûr, se posent toutes les questions qui vont avec. On va se dire la problématique de l'impartialité, la problématique de la célérité. Mais en fait, quand on regarde et qu'on analyse vraiment l'arbitrage, on peut avoir une justice plus rapide, de qualité et surtout confidentielle. Pourquoi une justice plus rapide? Ça, je l'ai déjà évoqué. Entre un délai de 7 ans pour une procédure, par exemple, conseil de prud'homme, on est sur des délais de 6 mois sans appel avec une procédure devant un arbitre, devant un centre. Donc, on voit que déjà, on peut régler en un exercice la problématique et le litige. Deuxième point, les arbitres qui seront amenés à statuer auront été choisis par les parties. C'est vraiment le cœur, l'objectif. Et souvent, on prend des techniciens, des juristes ou des experts en leur matière. On peut prendre des experts comptables, des notaires qui vont avoir une analyse précise du dossier. Et deuxième conséquence, j'ai envie de dire, de l'engorgement, c'est le temps qui est accordé par les magistrats, que ce soit les juges consulaires, s'il y en a qui nous voient ce soir, ou même les conseillers prud'homme. On sait qu'ils ont énormément de dossiers à traiter. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, à la fois sur audience pour écouter les conseils et après en délibérer, puisque en plus, c'est des mandats qu'ils ont à côté. L'avantage de l'arbitrage, c'est que pour certains, on peut le prévoir dans le cadre de la procédure, on peut faire du sur-mesure. C'est-à-dire que vous pouvez prévoir, en plus de votre arbitre, vous le choisissez, vous pouvez prévoir des auditions de témoins, des auditions de salariés, des véritables plaidoiries qui ne se limitent pas à 5 minutes d'observation des conseils. Donc, vous avez une vraie analyse de fond qui peut se faire. Et enfin, j'ai envie de dire, c'est une justice, on le sait, confidentielle, puisque c'est la nature même de l'arbitrage d'avoir cette confidentialité. Donc, si on se dit, au final, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, un arbitre, oui, ça c'est une réalité, il faut le payer. Il y a un coût initial qu'il faut absorber. Par contre, lorsque l'on compare le coût éventuellement d'une procédure sur 7 ans, que ce soit les honoraires d'avocat, que ce soit aussi, bien sûr, le temps passé par les salariés de la société à travailler sur le dossier, à gérer les audiences et le suivi qui est requis par l'avocat, on compare ça à 6 mois de procédure au niveau de l'arbitrage. Donc, on se dit que ça peut être intéressant. Et donc, là-dessus, à Montpellier, on a essayé vraiment de trouver cette dynamique-là. Et c'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on en parlait avec Grégory, puisqu'il y avait eu des initiatives sur le ressort de la Cour d'appel de Montpellier, plusieurs initiatives qui malheureusement n'ont jamais trop abouti, de par l'absence, on va dire,
de sensibilisation des acteurs économiques du territoire. Donc, la solution qu'on est en train de mettre en œuvre avec l'aide de Marie-Isabelle Guérin, donc présidente de l'association Montpellier d'arbitrage, Guillaume Danet, trésorier, et d'autres membres, dont Romain, qui sont là, c'est d'essayer de développer un centre d'arbitrage qui soit aussi corrélé par rapport à la taille de notre territoire. Et donc, la solution, c'est de faciliter ce travail-là et donc déployer ce centre d'arbitrage. Pour essayer de lever le problème éventuellement des petits litiges, puisque c'est une réalité aussi, il faut savoir s'adapter. Il y a des démarches et des partenariats qui sont en cours de développement pour limiter les coûts, avoir des décisions en moins de 3 mois pour des coûts minimes. Donc, je parle de fourchettes qui n'ont pas encore été déterminées, mais c'est de l'ordre de 500 à 2000 € maximum, je pense, qui seront arbitrés in fine, pour proposer des solutions rapides à un litige que vous pouvez rencontrer dans des domaines aussi divers et variés qu'avec vos relations de fournisseurs, vos éventuelles problématiques de contrat, de baux ou autres. Et donc, alors, vous allez vous dire, bon, comment ça marche? Parce que comme l'expliquait Guillaume pour la médiation, c'est aussi simple. Vous allez saisir le centre d'arbitrage, vous donnez vos prétentions, bien évidemment avec l'aide de votre conseil, puisque c'est quand même des débats qui sont quand même assez techniques. Il y a la provision inversée, le ticket de péage, je me permets l'expression. Mais par contre, après, dans le délai de 30 jours, vous allez avoir le défendeur qui, lui, aura répondu. Et dans le délai de 6 mois, vous aurez maximum une décision qui ne pourra pas faire l'objet d'un appel. Et encore une fois, l'arbitre, quand vous le désignez, précise la procédure. Donc, si vous souhaitez, et c'est ça tout l'intérêt de cette justice, et là-dessus, Romain, je te laisserai éventuellement compléter, parce que je sais que tu as fait également de l'arbitrage là-dessus, mais l'avantage de l'arbitrage, c'est de pouvoir sélectionner sur mesure son litige. On veut appliquer le droit français, on l'applique. Si on est éventuellement en litige avec un sous-traitant, c'est pas allemand et qu'on veut finalement appliquer le droit allemand, on peut appliquer le droit allemand alors même qu'on soumet ça à un arbitre qui est en France. Bien sûr, il faut qu'il s'y connaisse en droit allemand, mais en tous les cas, c'est une possibilité. On calibre la procédure, on calibre tout, ce qui vous permet d'avoir une sentence qui a autorité de la chose jugée, elle, et qui peut être exécuté après avoir donc juste fait une formalité sur requête d'exéquatur pour avoir vraiment une exécution de votre décision. Donc, pour conclure, on voit bien qu'il y a une gradation de différents outils, une palette d'outils qu'il faut savoir utiliser. Il faut l'utiliser en fonction de la situation du litige, en fonction de l'ambiance aussi et des perspectives à terme de relations. C'est sûr qu'on ne va pas rentrer dans un conflit litigieux avec une sentence si on peut se mettre d'accord à l'amiable ou essayer de se rapprocher avec un médiateur. Et à défaut, voilà, dans tous les cas, la procédure participative qu'a évoquée Marie-Isabelle, elle permet dans tous les cas de mettre en état. En fonction, on peut aller sur une médiation. À défaut, on peut aller voir le juge. Ou à défaut, on peut même aller saisir un arbitre. Donc, vraiment, par rapport à ça, dites-vous que ce qui est important, c'est de savoir que vous avez des avocats sur le barreau de Montpellier et notamment des syndicats qui sensibilisent les confrères pour utiliser ces outils-là qu'il faut avoir en tête et pas se dire « j'ai un litige, je vais attendre 7 ans pour avoir une décision ». Voilà, Jérôme, les quelques observations pour l'arbitrage. Et je t'en remercie. Peut-être si tu as des questions, Greg? Oui, plein. Très bien. Mais je pense que ça sert à tout le monde, parce que comme je suis un peu novice, j'essaye de me former pour mieux comprendre les fonctionnements de juridiction. La première chose, l'arbitrage, pour décider d'une procédure d'arbitrage, il faut que les deux parties soient d'accord, ou c'est en fait le demandeur qui peut décider de saisir l'arbitrage? Ton micro est fermé, François. Désolé. Donc, soit en fait, tu l'as prévu dans ton contrat et l'objectif, notamment, ça fait partie des potentiels axes de développement qui pourraient se faire avec les syndicats patronaux et le centre d'arbitrage à Montpellier, c'est d'inciter les personnes à intégrer dans leur contrat des clauses compromissoires pour orienter directement vers l'arbitrage. Mais tu as tout à fait la possibilité, postérieurement à la survenance du litige, de dire, bon, on a un problème, on est d'accord pour aller à l'arbitrage. Par contre, si tu n'es pas d'accord, et que les parties dans ces cas-là et que tu n'as pas de clause compromissoire, alors dans ces cas-là, tu es obligé d'aller devant d'autres procédures et il faut utiliser les deux autres outils qu'on a évoqués.
Tu as répondu à ma deuxième question parce que je sais qu'on l'avait évoqué et c'est là où je pense qu'on a un gros travail à faire, nous les syndicats notamment, d'expliquer aux gens pour gagner du temps, de prévoir dans leurs conditions générales de vente, je suppose que c'est ça, ou dans les contrats de travail, ça peut se mettre aussi dans les contrats de travail, et dans les contrats commerciaux, de prévoir plutôt l'arbitrage, plutôt de, voilà, dans les… Alors, est-ce que ça peut être mis dans des contrats en disant si le litige concerne des montants ou est-ce qu'il peut y avoir des clauses comme ça ou est-ce que à partir du moment c'est de l'arbitrage, quelle que soit la gravité ou les enjeux, après ça passe par là? Alors, tout est vraiment possible et là-dessus, il faut vraiment se rapprocher de son avocat habituel. Et là-dessus, moi, je sais que souvent, hein, pour les clients, ce que je prévois, c'est une gradation. C'est-à-dire, je prévois d'abord une mise en demeure, une tentative de négociation hors tiers. Niveau 2, une tentative de médiation avec des délais et un timing. Niveau 3, en fonction potentiellement, tu peux fixer également des problématiques de seuil, mais prévoir un arbitrage. Ça, je m'engage moi, enfin, au nom de la CPME et avec Jérôme et on verra avec vous tous à ce qu'on fasse une vraie communication à la rentrée et pour le coup, je pense que les deux autres syndicats patronaux seront totalement d'accord avec ça et on a peut-être une action commune à faire avec le MEDEF et les EP pour sensibiliser tous les chefs d'entreprise à ce que potentiellement ils puissent introduire dans leur contrat de travail, dans les nouveaux en tout cas, dans les conditions générales de vente et les contrats commerciaux, de favoriser effectivement cette procédure, peut-être avec la gradation, comme tu dis, en fonction des litiges, pour tout simplement aussi pour qu'ils comprennent que s'ils ne veulent pas attendre une décision de justice au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, 7 ans, ça puisse s'appliquer et désengorger les tribunaux. Je pense qu'on a vraiment un grand rôle à faire tous ensemble avec vous. Je vois Alain qui lève la main. Oui, du coup, pour les contrats déjà signés, est-ce qu'il est possible de prévoir des avenants? Moi, je vois pas d'opposition à partir du moment où l'ensemble des parties sont d'accord. Ces dispositions contractuelles qui viennent s'ajouter, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Si je peux compléter ce qu'a dit François, dans ce cas-là, on ne sera pas dans le cadre d'une clause compromissoire, on sera simplement dans le cadre d'un compromis d'arbitrage. C'est un compromis d'arbitrage, c'est un document qui est signé une fois que la difficulté est survenue et qui précise que du coup les parties seront d'accord pour résoudre ce différend dans le cadre d'une procédure arbitrale. Et aussi, un point important qui a été soulevé par François, c'est qu'en matière d'arbitrage, on renonce à la procédure d'appel, en sachant qu'on peut renoncer à cette renonciation, en précisant dans la clause compromissoire ou dans le compromis qu'on souhaite que la décision qu'il y ait une possibilité de contester cette décision en appel. Mais la règle, par principe, c'est la renonciation à l'appel, qui a un gain de temps incroyable. Et en principe, la sentence arbitrale doit être, pour pouvoir être exécutée, elle doit être exéquaturée, c'est-à-dire que la juridiction va simplement valider cette décision, mais sans rentrer dans une analyse du fond du droit, qui est l'apanage uniquement des arbitres. C'est-à-dire qu'on va vérifier la compétence du tribunal arbitral, donc vraiment un contrôle prima facie de l'existence d'une clause compromissoire. On va vérifier qu'on est bien dans une matière qui peut être soumise à l'arbitrage, mais il n'y aura en aucun cas par la juridiction un contrôle du fond du droit par les arbitres. C'est vraiment les arbitres qui ont été choisis par les parties qui interprètent le contentieux. Et du coup, dans la suite de ce que vient de dire à juste titre Romain et en complément de la question là, dans le chat de Olivier Roch par rapport en fait au positionnement de l'arbitre, c'est important de le rappeler. Dans la médiation, le médiateur se positionne au milieu des parties, les parties essaient de se rapprocher et il invite les parties à trouver un accord ensemble. Alors que l'arbitre, il faut bien l'avoir en tête, c'est l'équivalent d'un juge, c'est un juge privé, c'est un tiers, impartial, neutre, qui donne des garanties d'impartialité, de célérité, également de disponibilité, et qui rend une décision en droit
ou éventuellement potentiellement en équité, mais bon, l'essentiel souvent c'est en droit, et qui s'impose aux parties. Ce n'est pas du tout la même logique, comme je l'avais indiqué. Et peut-être aussi une chose que je n'ai pas évoquée, mais pareil, c'est une recherche qui est c'est en cours de développement. L'objectif à Montpellier, puisqu'on a quand même un barreau qui est assez innovant là-dessus, c'est de proposer des modalités de saisine et de gestion des contentieux par voie totalement dématérialisée. Donc là-dessus, bien évidemment, ça emporte des conséquences en termes de confidentialité, de normes à respecter, que l'on est en train de voir avec des informaticiens. Mais concrètement, l'objectif du centre d'arbitrage, c'est de permettre de trouver des solutions dans des bons délais, rapidement, à moindre coût, et par voie dématérialisée. Donc voilà les perspectives, on va dire, sous quelques mois, je l'espère, au niveau du centre d'arbitrage. Pour compléter ce que tu disais, François, est-ce que du coup, à partir du moment où ça a été décidé dans le contrat de départ ou dans les conditions générales, le choix de l'arbitre en lui-même, il n'y a pas de choix, on saisit la cellule d'arbitrage. Il n'y a pas un accord à avoir des deux ou à choisir quoi que ce soit d'ailleurs. Romain, je te laisse peut-être préciser, vu que tu as participé grandement à la rédaction du règlement d'arbitrage. Non, mais en fait, la seule possibilité pour renoncer à l'arbitrage, c'est que les deux parties renoncent à y recourir. Mais s'il y a la moindre difficulté et qu'il y a une des deux parties qui souhaite recourir à l'arbitrage et pas l'autre, alors dans ce cas-là, il y aura une obligation de saisir le tribunal arbitral, et toute saisine de la juridiction dans l'hypothèse où il y avait une clause d'arbitrage sera considérée comme irrecevable du fait de l'existence de la clause. Et il y a un point sur lequel il faut faire attention également, c'est dans la rédaction des clauses. Il faut faire attention, par exemple, de ne pas rédiger une clause de médiation en faisant une confusion sur les termes arbitre et médiateur. Ne pas dire que la médiation sera conduite par un arbitre, par exemple, parce que dans ce cas-là, ça crée des conflits entre les différentes procédures. Et là, ça sera la juridiction qui devra interpréter la rédaction un petit peu ambiguë de la clause. Il y a une question sur le chat qui va dans ce sens. Comment l'arbitre se choisit? On ne choisit pas l'arbitre. Si c'était dans les conditions, on saisit le centre d'arbitrage et après, c'est vous, au sein du centre d'arbitrage, qui, je suppose, désignez quelqu'un ou... Tu veux y aller, François, ou je réponds? Non, vas-y, je compléterai. Vas-y. Alors, il y a deux possibilités. En général, en fonction du montant de l'intérêt litigieux, soit il va y avoir un arbitre, soit il va y avoir 3 arbitres. Si c'est un seul arbitre qui doit être choisi, dans la plupart des cas, il est choisi par le centre. Lorsque c'est 3 arbitres, il va y avoir un arbitre qui sera proposé par chacune des parties, et le président du tribunal arbitral, si je caricature, qui est celui qui, en cas de désaccord entre les arbitres, aura une voix prépondérante, sera désigné par le centre d'arbitrage. Rien à compléter. Du coup, François, est-ce que tu peux nous dire, parce que donc, où vous en êtes de ça, puisque là, c'est vous relancez en fait ce centre d'arbitrage qui n'existait plus depuis un certain temps, ou qui ne tournait plus, quoi. Est-ce qu'on peut savoir concrètement qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je suis persuadé de l'importance de ce centre pour sauver peut-être d'ailleurs les autres tribunaux et pour amener un délai beaucoup plus respectable et important dans la situation où on est pour les chefs d'entreprise où pour la plupart, souvent, on ne peut pas attendre des mois ou des années d'avoir une décision. Alors là-dessus, je vais peut-être plutôt laisser la parole à Marie-Isabelle, qui est présidente donc, du centre, pour apporter les explications utiles sur l'état d'avancement. C'est vrai que moi, j'ai fait la présentation de l'arbitrage, mais je préfère laisser la parole à Marie-Isabelle pour représenter le centre. Voilà, je reprends la parole. Merci François. Donc effectivement, juste avant la période du Covid, on était en train de relancer le centre d'arbitrage montpelliérain. Et c'est vrai que l'utilité de ce centre nous apparaît vraiment très utile compte tenu de la situation. Donc là, nous sommes en train de nous structurer au niveau du règlement d'arbitrage pour pouvoir effectivement
proposer quelque chose ensuite dans le cadre de notre centre d'arbitrage. Nous avons déjà des arbitres qui sont formés dans le cadre de la formation auprès de l'EFAX d'arbitrage. On constitue donc une équipe d'arbitres pour pouvoir, dans différents domaines, pouvoir constituer donc ce centre d'arbitrage. Et on espère être opérationnel assez rapidement à partir du moment où on aura pu construire notre site pour que vous puissiez nous saisir dans le cadre du centre d'arbitrage et qu'on puisse vous proposer ensuite des arbitrages, soit donc avec un arbitre dans des litiges qui sont des petits litiges pour vous et pour limiter les coûts avec des délais qui seront très courts, soit dans le cadre des litiges qui seront un peu plus complexes et avec des montants un peu plus importants, constituer donc un tribunal arbitral avec un président et donc 2 autres arbitres. Et effectivement, dans cette optique, avec un président désigné par le centre d'arbitrage et ensuite que les parties puissent chacune désigner leur arbitre. Voilà, en termes de délai, on espère être opérationnel le plus rapidement possible. Dans les 2-3 mois qui viennent, on essaie d'y travailler avec Guillaume Danet et François Giraud. On est une équipe qui avance, qui essaie d'avancer rapidement. Et peut-être, du coup, en complément de Marie-Isabelle, c'est vrai que l'objectif, comme on disait, c'est de faire des liens avec, notamment, comme tu le disais, Grégory, avec les syndicats patronaux de manière globale. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une vraie volonté de sensibilisation des avocats là-dessus pour que tous les avocats soient formés. Là-dessus, peut-être que Doha, pour l'UJA, tu as quelques mots à rajouter par rapport à cette volonté. Je sais que nous, au niveau de l'ACE, donc l'avocat conseil d'entreprise, syndicat qui représente le barreau d'affaires, il y a cette dynamique-là, mais je sais qu'à l'UJA, il y a aussi cette volonté. Alors effectivement, pour l'UJA, donc l'Union des jeunes avocats, pour vous présenter un petit peu l'association rapidement, pour que vous sachiez et que vous compreniez ce que c'est une association qui a vocation à accompagner les confrères et en particulier les jeunes avocats dans l'exercice de la profession et de promouvoir la profession. Donc, quand le projet nous a été présenté, on a tout de suite trouvé l'idée excellente. Pourquoi? On vous l'a dit, toutes les procédures qui vous ont été présentées ce soir, elles ont plusieurs avantages. Le premier, c'est que effectivement, la longueur de la procédure judiciaire qui existe et qui est malheureusement celle qu'elle est aujourd'hui ne va pas s'améliorer avec la crise qu'on a connue dernièrement et que ces procédures permettent effectivement de maîtriser les longueurs des procédures. Donc, ce premier avantage, il y a également pour avantage le fait d'être accompagné par un avocat qui est compétent et qui saura bien évidemment préserver les intérêts de son client. Et puis, le troisième avantage qui est non négligeable, c'est la maîtrise des coûts. Ça, effectivement, on vous l'a dit, vous pouvez partir sur une procédure judiciaire, vous ne savez jamais à l'avance combien ça va vous coûter, même si l'avocat vous dit au départ, le coût envisagé pour la procédure. Si ensuite, derrière, vous avez un appel, un pourvoi en cassation et des procédures qui se multiplient, vous n'avez jamais la maîtrise, en tout cas certaine des coûts. Donc, pour ces 3 avantages qui vous ont été présentés, l'UJA ne peut que participer à ce projet. Et comment l'UJA va participer? Eh bien, évidemment, en incitant nos membres à proposer et à inciter à leurs clients ces procédures, également à mettre à disposition des chefs d'entreprise et des justiciables, des confrères qui sont compétents, qu'on aura formés, puisque effectivement l'UJA, dans le cadre de ses missions, organise des formations tout au long de l'année à destination des confrères du barreau. Donc effectivement, sensibiliser les confrères de Montpellier sur ces procédures, les former et pouvoir vous mettre à disposition des confrères compétents qui sauront vous accompagner. J'ai fini. Merci Doha. Merci. Je ne sais pas, donc merci en tout cas. François, peut-être tu veux compléter. Justement, j'avais une question sur, vous parlez du centre d'arbitrage de Montpellier.
quelle sera la zone de compétence par rapport à ça. Nous, on est CPME Hérault. Je sais d'ailleurs qu'il y a des Biterrois, j'ai vu, qui étaient connectés. Et donc, ça intéresse. Donc, est-ce que ça existe sur Béziers, par exemple, ou est-ce que les Biterrois pourront venir saisir le centre d'arbitrage de Montpellier? Enfin, et voilà. Au niveau de la zone géographique, mais là-dessus, peut-être Guillaume pourra compléter. Nous, on a vraiment une volonté d'étendre sur le niveau du ressort de la cour d'appel. La cour d'appel donc de Montpellier qui va donc jusqu'à Perpignan, qui monte jusqu'à Rodez. Je sais qu'on a notamment des confrères dans les PO qui sont déjà sur les starting blocks pour nous accompagner. Il y a cette volonté d'irriguer sur l'ensemble de la cour d'appel, puisque le centre d'arbitrage le plus proche, il est sur Toulouse. Après, il n'y a pas de territorialité. Il faut savoir une chose, c'est que tu peux avoir un litige avec une entreprise à Nantes et choisir le centre d'arbitrage de Montpellier, même si tu es une entreprise à Béziers ou ailleurs. Donc, il y a énormément de procédures là-dessus qui se font, puisque les plus classiques, c'est le CMAP, c'est l'ICC sur Paris. Donc, il y a vraiment en fait, dis-toi que le centre d'arbitrage fixe le cadre. C'est une institution qui aide et qui fluidifie le rapport avec les arbitres, qui donne des contacts également, mais on peut le choisir et c'est vraiment libre. Là-dessus, l'arbitrage est vraiment libre. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Jérôme, qui a monté ce programme aussi, d'autres veulent prendre la parole. On va peut-être voir s'il y a effectivement des questions ou peut-être du coup, Greg, synthétiser et reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur l'engagement que la CPME peut prendre et peut-être effectivement les autres syndicats patronaux sur le fait qu'on va essayer, autant que faire se peut, d'amener les adhérents à réfléchir sur l'opportunité d'envisager les différents modes alternatifs de règlement des litiges, soit au stade des litiges naissants qu'ils ont pour essayer de désengorger un peu les tribunaux parce qu'on sait qu'on va faire face à un engorgement de litiges, on va dire classiques du fait de la fermeture temporaire des tribunaux, plus des litiges liés au Covid. Donc voilà, on va avoir vraiment, à mon sens, un engorgement assez important. Et puis également réfléchir à la mise en place pour les contrats à venir. Et ça, c'est à mon avis, à mon sens, le bon réflexe à avoir. Donc peut-être essayer de réfléchir, nous, tous ensemble, avec les acteurs de terrain qu'on a eu le plaisir de réunir ce soir, et voir un peu ce qu'on peut proposer en termes de sensibilisation, formation, outils. Je ne sais pas encore trop quelle piste serait à privilégier. Merci Jérôme. Écoutez, en tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas, j'essaie de faire un tour de toutes les caméras que je vois ou exprimez-vous sur le chat si vous voulez, parce que je ne vois pas tout le monde en même temps. A priori, j'en vois pas. Écoutez, vous remercier pour l'organisation de ce webinaire, redire tout l'intérêt et qu'on sera à vos côtés pour promouvoir toutes ces procédures. François le sait, ça fait des mois qu'on en parle et on sera à vos côtés dès que le centre d'arbitrage va ouvrir. On sera bien sûr à vos côtés pour en faire la communication et voir comment on poursuivra. Je vous l'ai dit, on a prévu au mois de novembre, a priori, de refaire une grande soirée sur le tribunal de commerce et toutes les procédures, et donc peut-être de réintroduire. Je sais que de toute façon, au sein du tribunal de commerce aussi, il y a des procédures. Peut-être qu'on a Catherine qui est là, je crois, je ne sais pas si elle est encore là, du tribunal de commerce, qui veut dire un mot, mais je sais qu'il y a des procédures aussi à l'amiable au tribunal de commerce avant de déclencher totalement la procédure. Je ne sais pas si Catherine va en dire un mot, mais elle est là, Catherine. Je suis comme toi, je n'arrive pas à ouvrir mon micro. Je ne voudrais pas mettre le martel en tête à tout le monde. On a eu beaucoup d'informations ce soir. Je pense qu'il faut laisser, nous, il faut qu'on se concerte pour voir comment on vous présente les modalités que le tribunal a mis en place, autant en prévention que malheureusement, procédure collective, c'est trop tard. Moi, je vais juste vous parler d'un tout petit point qui est les injonctions de payer, qui peut être aussi une procédure simple sur des petits litiges. Moi, je suis très favorable, même si je suis juge au TC, aux procédures extrajudiciaires. Sur des petits litiges, franchement, quand je vois que nous, on va au tribunal pour des litiges, qu'il suffirait de mettre les deux personnes et de retrouver la communication entre les parties,
Je pense que vous avez du boulot. Qui a un lien avec votre centre d'arbitrage et des discussions avec le tribunal. Je pense qu'on peut faire de la communication et faire un pont. Parce que les gens pensent qu'au tribunal, il y a plein d'autres choses à mettre en place avant. Et du reste, les mettre dans les contrats en amont. Expliquer qu'on peut mettre un tas de clauses. Et nous, après, on s'y appuie si jamais ça repart en procédure. Oui. Voilà, on en reparlera en novembre. Peut-être François ou Marie-Isabelle, quel est le lien prévu avec le tribunal de commerce ou les prud'hommes par rapport au centre d'arbitrage? Est-ce qu'il y a un lien qui est prévu ou pas du tout pour l'instant? En fait, il y a des. Marie-Isabelle, tu compléteras, mais je sais qu'il y a des, voilà, il y a des discussions qui vont entrer parce que nous, on est en format associatif. On va devoir passer par l'ordre. En fait, tout ça, en fait, le fait de synchroniser et créer ces synergies, ces ponts, nous, il nous faut aussi passer par nos organes, voilà, compétents. Et c'est vrai qu'on a cette volonté-là. Ça, c'est clair. On en a parlé notamment avec Monsieur le bâtonnier. Et il y a une vraie dynamique à créer là-dessus, une cohérence, une cohésion, des synergies à faire. Et après, bon, c'est vrai que la période de confinement, il y a tout juste, voilà, ça fait 15 jours qu'on est confinés, on est toujours en visio, c'est toujours un peu délicat. Mais je sais que c'est un projet, peut-être Marie-Isabelle, si tu veux compléter. Mais moi, déjà, ça me fait plaisir de vous entendre et de dire qu'effectivement, vous vous rendez bien compte en tant que magistrat au tribunal de commerce qu'on peut créer des liens et on peut créer des ponts et qu'on peut travailler ensemble et que c'est complémentaire et qu'effectivement, on va pouvoir avancer ensemble. Donc là, nous sommes une association que nous sommes en train de monter et nous avons la volonté de créer des ponts effectivement avec le tribunal de commerce, avec le conseil des prud'hommes. Comme disait François, on est encore un peu en mode post-confinement. On ne peut pas encore se projeter et faire prendre des contacts comme on le veut très simplement, mais on va s'y atteler avec François Giraud et Guillaume Danet pour pouvoir avec aussi donc l'ordre des avocats mettre en place tout ça. Voilà. Je pense que c'est une très bonne idée. Il faut être cohérent et faire une cohésion. Je suis d'accord avec vous. Je pense que le ministère de la Justice en est conscient, hein, puisque nous, il nous renvoie en formation justement pour les litiges commerciaux, puisque je suis juge au contentieux, litiges commerciaux Covid, on va l'appeler. Oui, oui. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Avec des problématiques qui vont nous arriver. Bon, on le sait, hein, il ne faut pas être hypocrite. On est tous conscients qu'il va y avoir beaucoup de dossiers. Après, nous, on est tous très volontaires au tribunal, très soudés, et je ne vois pas de raison qu'il ne puisse pas avoir une cohésion entre nous. Je serais très surprise que ce ne soit pas possible. En tout cas, vous pourrez compter sur moi pour faire le pont, puisque je suis des deux côtés. Je vous en remercie. Et puis, je vous en prie. Et puis, c'est sûr que quand on sortira vraiment du confinement, toutes ces mises en place, on se mettre ensemble. Moi, je suis de bonne volonté. Grégory le sait. Ben voilà. C'est acté et on va continuer en ce sens. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, je crois qu'on va conclure sur ces belles paroles. Vous connaissez moi aussi mon engagement à créer des ponts, du lien. Est-ce que tout le monde travaille ensemble? Je suis moins persuadé que c'est que par ces liens, en fédérant les énergies, en informant mieux, en ayant plus de dialogue et en se connaissant aussi, parce que tant qu'on ne connaît pas les procédures, qu'on ne connaît pas tout ce qu'on peut faire, c'est par là que ça passe. Donc, en tout cas, vous pouvez compter sur le soutien de la CPME de ce côté-là. Je peux m'engager plus ou moins au nom de mon président de la CCI, puisque je suis dans le bureau et on en a parlé très souvent. La CCI, je pense, sera totalement favorable aussi à diffuser et informer sur ces informations, et je pense que les autres syndicats aussi nous suivront de toute façon là-dessus. Donc,
je pense qu'il faut de toute façon, pour qu'on ne pourra plus se permettre d'attendre des mois, voire des années avant d'avoir des décisions sur certains problèmes, et il faut absolument qu'on informe mieux là-dessus. Donc, merci encore à tous, l'association plurienne d'arbitrage, l'UJA, l'association ACE. Merci à Jérôme et à François, je sais qu'on a beaucoup travaillé à la préparation de ça. Et puis donc à la SAP, je crois, qui était là aussi. Voilà. Merci encore à tous et à très bientôt en réel, j'espère. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci.